Bonjour mes amis, alors aujourd'hui le thème principal sera de quoi Kamala Harris est-elle le nom. Mais auparavant, donc j'enregistre le 29 juillet, je voudrais vous parler de deux informations qui sont tombées aujourd'hui. La première, c'est la dette nationale américaine qui a passé la barre des 35 trillions de dollars. Alors 35 trillions, c'est très simple, c'est 35 multiplié par 1000. Et comme ça, on a le montant en milliards de dollars. Alors, je ne sais pas si des milliards, c'est un petit peu plus facile à comprendre que des trillions. Mais c'est des sommes colossales qui sont impossibles à imaginer pour une personne, bien sûr. Et c'est pourtant la dette nationale américaine. Donc, c'est ce que doit l'État fédéral américain. Alors, je vais pas vous faire tout un topo sur la dette, à quoi elle sert, pourquoi, est-ce que c'est pas juste, ou alors c'est bien parce que ça permet de faire tourner l'économie, etc. Non, je vais pas vous parler de ça. Je vais simplement vous donner quelques éléments pour la comparer avec la dette nationale française. Pour comprendre que les masses américaines, enfin le montant de la dette américaine, la masse de la dette américaine, elle est énorme, mais il y a un chiffre qui est très important à retenir et qui relativise tout ça un petit peu. Alors, et la question qui doit être posée, c'est qui détient la dette nationale américaine? Et c'est là la clé. Alors, je vais vous faire un détail sur la dette américaine assez rapidement. 37% est détenu par des entités américaines non fédérales, par exemple des SICAV, des fonds communs de placement qu'on appelle ici mutual funds, des banques, des municipalités des États, des fonds de pension privés, des compagnies d'assurance et des individus. À 23%, donc, ce sont des étrangers. À 21%, c'est le gouvernement fédéral lui-même qui détient sa propre dette. Donc, pour la sécurité sociale, pour les fonds de pension publics, militaires et civils, etc. Et 18% de la dette est détenue par la Réserve fédérale elle-même. Donc, c'est pour mener sa politique monétaire et pour contrôler un peu la masse monétaire. Comme je vous l'avais indiqué dans une vidéo précédente, la masse monétaire est déterminée par l'argent qui est émis et par l'argent qui est créé, et donc l'argent est créé par la dette. Donc, en d'autres termes, il y a 77% de la dette qui est détenue par les Américains et donc 23% par des étrangers. En France, 48% de la dette est détenue par les Français et 52% par des étrangers. Donc on voit que c'est plus de 2 fois plus en France. Donc le risque de faire tomber la stabilité, enfin de faire tomber la monnaie, ou alors de faire tomber l'économie française est beaucoup plus grande que celle de faire tomber, celui de faire tomber l'économie américaine. Donc c'est pourquoi le danger sur la stabilité économique et monétaire des États-Unis avec ce montant est relatif, très relatif. Mais par contre, il y a d'autres dangers et ça fera l'objet d'une vidéo très prochainement. Alors, la deuxième information qui est tombée aujourd'hui, c'est le résultat des élections au Venezuela. Alors, il faut savoir qu'ici en Floride, là où je vis, il y a beaucoup de réfugiés vénézuéliens qui ont quitté le Venezuela parce que c'était un paradis sur terre et que là encore, vous pouvez pas saisir l'ironie, mais évidemment, je connais beaucoup de Vénézuéliens qui sont partis parce qu'ils étaient misérables au Venezuela. Donc, contrairement à ce que certains adorateurs du communisme et du socialisme vous diront, surtout en France, malheureusement. Alors, Maduro remporte les élections avec plus de 51% des votes. Alors moi, je m'attendais à un résultat du type 90, 92, 99%, genre à la coréenne, à la nord-coréenne. Eh ben non, il aurait eu à peu près un peu plus de 51% des votes. Bon, ça m'étonne. Je suis très déçu par la performance de Maduro finalement et aussi par la performance du système électoral et de la façon de compter les votes. Hein, comme disait Staline, c'est pas les votes qui comptent, c'est comment on les compte. Hein. Donc je reprends en substance ce qu'il disait et il avait raison. Alors évidemment, on se demande s'il n'y a pas des irrégularités parce que il y avait une photo qui a été postée par des agents électoraux
vénézuélien et qui montrait qu'en fait, il y avait une très large majorité pour l'opposition. Et évidemment, ça a été aménagé, quoi. Bon, alors des irrégularités. Évidemment, quand on parle d'irrégularité électorale, on ne peut que parler de pays du tiers-monde comme le Venezuela, la Corée du Nord, etc. Évidemment, on peut jamais parler des autres pays. Alors justement, à propos d'autres pays, les États-Unis notamment ont demandé une clarification. Bon, c'est le célèbre proverbe « l'hôpital qui se fout de la charité ». Voilà, donc évidemment, les États-Unis, les élections sont clean, il n'y a aucune triche, pas de problème. Mais par contre, au Venezuela, il faut vérifier. Hein. Voilà, c'est l'avantage d'être un empire. Bon, alors à propos d'élections, je vais vous parler maintenant de Kamala. On va l'appeler Kamala parce que c'est plus simple. Et alors Kamala, eh ben, elle commence sa carrière de candidate à la présidence des États-Unis par une révolution de palais. Bon, alors vous avez lu, vu un petit peu, écouté les commentaires. Oui, il y a eu une révolution de palais et on a dégagé le vieux au profit de cette femme. Pour des raisons diverses et variées que j'ai déjà évoquées un petit peu dans ma vidéo précédente. Donc, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que elle a été propulsée non pas par les électeurs, hein, puisque les primaires avaient eu lieu bien avant. J'avais expliqué que chaque État organisait ses primaires pour chaque parti, donc les démocrates et les républicains principalement. Et donc cette élection a été, cette primaire, ces primaires avaient désigné donc Biden comme leur candidat. Alors comme il a renoncé, bon, on est obligé de trouver quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est elle qui s'est autoproclamée, on va dire, candidate. Et alors que normalement, d'après le règlement du Parti démocrate, c'est le comité national lors de la convention nationale qui aura lieu donc fin août aux États-Unis, qui déterminera là où le candidat démocrate aux élections présidentielles. Bon, alors j'ai l'habitude de dire que le Parti démocrate n'a de démocrate que son nom. Bah, c'est encore la preuve que c'est pas quelque chose d'absurde. Donc elle a été d'ores et déjà choisie par les élites du Parti démocrate, mais je vais préciser un petit peu ce que j'entends par élite du Parti démocrate parce que il y a quelque chose à dire d'intéressant là-dedans. Alors, les grandes familles démocrates qui font partie des élites, mais pas exactement, disons que c'est le premier échelon des élites. C'est celui qui est le plus, je dirais le plus connu, le plus médiatique. Bon, c'est les Pelosi, Obama, Clinton, etc. Eux ont très très vite donné leur soutien à Kamala Harris. Et ensuite sont venus les acteurs, les gens qui ont l'habitude, les médias bien sûr, qui de toute façon soutiendront Kamala quoi qu'il arrive. Donc là, ils ont reçu l'ordre, la feuille de route pour soutenir Kamala, pour combattre les républicains. Voilà. Là, on est clairement dans il y a eu une petite pause après la tentative d'assassinat à l'encontre de Trump, et là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus agressif contre les républicains et contre Trump. Et je pense que les prochaines semaines ou les prochains mois vont être assez intéressants pour voir un petit peu dans quelle mesure la violence politique entre guillemets que les démocrates dénoncent en fait est le produit de leur discours. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a reçu en 8 jours plus de 200 millions de dollars en donations pour sa campagne, ce qui est une somme colossale. Ça coûte très cher les élections aux États-Unis, quelles qu'elles soient. Donc évidemment les élections présidentielles c'est beaucoup plus cher parce que il faut faire campagne dans tous les États ou pratiquement tous les États. Donc c'est très 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 cher. À tel point que elle dépense très vite l'argent puisque à chaque fois que je mets une vidéo sur YouTube, je vois sa tête avec son rire déplaisant
et qui demandent de l'argent au public. Voilà, donner de l'argent tout de suite, $10, $5. On voyait Obama le demander aussi, Joe Biden. Bon, maintenant c'est Kamala qui est tout le temps sur la vidéo pour demander de l'argent. Voilà. Que je vais m'empresser de pas donner d'ailleurs. Bon, alors, pourquoi a-t-elle reçu plus de 200 millions aussi rapidement? Ça, c'est la question que je me pose, que beaucoup de gens se posent. Alors d'abord, il faut savoir que les partis démocrates est devenu le parti des riches élites des côtes et des minorités qui restent ce qu'on appelle dans la plantation démocrate. C'est-à-dire que les démocrates leur donnent des tonnes de subventions, d'avantages, et donc avec des politiciens qui sont très bien formés pour les encadrer, aller les voir, leur dire voilà, il faut voter pour un tel aux prochaines élections. Voilà, donc c'est très commun chez les Noirs américains, un petit peu aussi chez les Hispaniques, quoique ça change avec les Hispaniques, et avec les Asiatiques aussi. Eh oui, même si les Asiatiques deviennent de moins en moins démocrates et votent de plus en plus à droite. Comme les Hispaniques d'ailleurs, et même les Noirs commencent à voter pour les Républicains. Alors, cela étant dit, j'ai lu un article très intéressant d'ailleurs, qui indique que ce sont des milliardaires démocrates qui ont donné de l'argent à Kamala pour sa campagne. Mais ça fait l'objet d'un deal, évidemment. Parce que quand on donne de l'argent à un politicien, on attend toujours quelque chose en retour. C'est jamais... c'est toujours donnant-donnant. C'est jamais gratuit. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ces démocrates, ces milliardaires démocrates, je pense à Bill Gates, à Zuckerberg de Facebook, etc., sont des gens qui ont leurs petites idées sur la société, comment manger, comment se comporter en société, comment mener sa sexualité, comment reconnaître son genre, est-ce que un garçon peut devenir enceinte, des choses comme ça, le wokisme en gros. Donc beaucoup de milliardaires démocrates soutiennent le wokisme et entre autres, mais il y a d'autres politiques qui ils sont très impliqués dans l'éducation, ils sont très impliqués dans la santé, ils sont très impliqués dans beaucoup de domaines où il y a de l'argent à se faire, d'ailleurs pour eux, mais aussi il y a une transformation de la société. C'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Donc en fait, les milliardaires démocrates sont très intéressés par ça. Évidemment, le plus célèbre d'entre eux étant Soros, qui lui a permis d'élire des procureurs Soros pour changer la politique pénale américaine. Donc ça c'est et on voit la catastrophe d'ailleurs. Donc elle est aussi très populaire. Non, pardon. Oui. Donc, Kamala est très populaire parmi pas seulement parmi les milliardaires démocrates, mais aussi parmi les femmes célibataires sans enfants. Ce que nos amis républicains appellent les cat ladies. Alors ça, c'est un terme, j'adore, c'est très drôle. Alors, je suis désolé pour les dames qui ont des chats et qui m'écouteraient. Bon, mais en fait, c'est vrai que c'est l'archétype et c'est comme ça que les a appelés J.D. Vance, qui est le vice-président sur le ticket Trump Vance. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo sur lui parce qu'il est très intéressant intellectuellement parlant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de densité intellectuelle et de vécu aussi. Donc c'est quelqu'un qui vient, bon, j'en parlerai en détail, mais c'est quelqu'un qui vient de très loin dans tous les sens du terme. Bon, donc alors généralement c'est des femmes, c'est les Karen, comme on a dit pendant le Covid. Ce sont les femmes c'est par exemple la femme qui pleurait ou qui criait quand Trump a été élu en 2016. Enfin bon, elles font l'objet de beaucoup de moqueries, mais elles sont nombreuses, elles sont plutôt éduquées. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont intelligentes, mais elles sont éduquées et elles ont un pouvoir d'absorption de toute la propagande démocrate qui est exceptionnel. Et donc, c'est des gens qui sont très difficiles à raisonner. Donc, elles voteront très probablement pour Kamala à 99%, je dirais. Des fois, il y a des accidents. Elle se réveille un jour en disant « Mais mince,
pourquoi j'ai fait ça. Mais oui, non, il y en a qui pourront se réveiller et ouvrir les yeux, mais la plupart sont délibérément et irrémédiablement démocrates. Bon, alors, les démocrates sont très ouverts à toutes les politiques dites progressistes, et y compris les politiques extrêmes. Hein, par exemple, le gouverneur de Californie, il y a quelques jours, a signé une loi qui interdit aux écoles publiques californiennes d'informer les parents que leurs enfants veulent changer de genre, donc des filles veulent devenir des garçons, ou l'inverse. Ce qui a d'ailleurs provoqué la colère d'Elon Musk sur Twitter, qui a dit ça y est, je vais transférer toutes mes sociétés, le siège de mes sociétés au Texas. Alors je sais pas dans quelle mesure il va le faire. Est-ce qu'il va transférer aussi les bureaux, les usines, les centres de recherche, et va les sortir de Californie pour les emmener j'allais dire en Floride, j'aimerais bien, au Texas. Bon, on verra comment ça va se matérialiser. Mais bon, en tout cas, la guerre est ouverte. D'ailleurs, Musk a dit qu'il allait financer la campagne de Trump. Donc là encore, et je ferai aussi, je parlerai de ces milliardaires techno-libertariens qui ont d'ailleurs, ils sont connectés à J.D. Vance, donc j'en parlerai à ce moment-là. Bon, alors Kamala en particulier, donc je disais que les démocrates sont très ouverts à toutes les idées progressistes extrêmes, et Kamala particulièrement, puisqu'elle fait partie de l'aile gauche du Parti démocrate, je dirais même l'aile d'extrême gauche du Parti démocrate, et je vais vous le prouver par une phrase, au travers d'une phrase qu'elle répète dans presque tous ses discours. Alors d'abord je vous le dis en anglais, ensuite je vous le fais la traduction et j'en parle après. What can be unburdened by what has been. Alors qu'est-ce que ça veut dire en français? Ce qui peut être, virgule, libéré de ce qui a été. Bon, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Ça rappelle quelque chose, hein. Ce qui peut être libéré de ce qui a été. Alors voilà, vous avez trouvé, j'espère. Oui, c'est l'expression du passé faisons table rase, et c'est dans l'international. Voilà, donc je rafraîchis la mémoire aux plus jeunes qui auraient oublié ça. Les plus âgés comme moi, ils savent, hein, ils se rappellent. Donc oui, on peut dire sans hésiter une seule minute que Kamala est une crypto-communiste. Et encore pas si crypto que ça, hein, puisque on peut voir dans les quelques mesures qui ont déjà été publiées qu'elle propose, que c'est quand même un programme très très à gauche, hein, l'avortement, les armes est presque éliminé, la régularisation des sans-papiers, bon, c'est classique chez les démocrates, l'augmentation des impôts, enfin bon, voilà, on va raser gratis, hein, c'est le programme des démocrates. Mais c'est un programme qui est jugé communiste par de nombreux Américains, qu'ils soient centristes ou républicains. Alors, la dernière question, qui est peut-être la plus importante, c'est est-ce que Kamala a des chances d'être élue? Alors bon, moi je suis pas devin, mais elle a des chances d'être élue, absolument. D'abord parce que elle va, comme je l'ai dit, elle va proposer des mesures extrêmement démagogiques qui vont s'adresser à la fois à des jeunes, à des vieux. Elle va promettre tout, voilà. Et puis après, quand elle aura le pouvoir, elle fera rien du tout. Donc ça c'est classique, hein, je veux dire, j'ai récemment revu une vidéo de Fidel Castro interviewé à la télévision américaine dans les années 50, et il disait ouais, moi je suis démocrate, je veux des élections libres, l'égalité pour tous, des opportunités pour tout le monde. Bon, on voit ce qu'est Cuba aujourd'hui. Il y a une petite élite qui s'est enrichie, qui se goinfre, et puis le reste du peuple crève la faim. Voilà. Donc pareil au Venezuela, j'en parlais tout à l'heure au début de la vidéo, c'est pareil. Voilà, c'est le système communiste. Et elle veut reproduire ça ici aux États-Unis. Alors, évidemment, avec beaucoup de mesures liberticides.
Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, est-ce qu'elle va faire comme Maduro, elle va bourrer les urnes, elle va tricher? Bon, ils l'ont fait en 2016, je vois pas pourquoi ils le feraient pas maintenant. Est-ce qu'il y a des moyens de le faire facilement ou au vu et au su des gens, bon, on connaît la technique, l'empereur est nu, voilà, donc on ne dit rien. Bah, c'est pareil pour les élections. Est-ce qu'on va encore nous refaire le coup d'une pandémie, d'une crise? Je sais pas, peut-être, hein, j'en sais rien. Moi, je pose ça là parce que c'est déjà arrivé. Donc, comme on dit, les complotistes, c'est des gens qui ont 6 mois d'avance sur la vérité ou sur la réalité. Bon, alors je ne sais pas. Je mets ça sur la table parce que bon, il y a beaucoup de choses qu'on a dites qui se sont réalisées, alors que au moment où les gens les avaient dites, on les avait traités de complotistes ou de dingues. Bon, voilà. J'ai lu tout à l'heure, en préparant cette vidéo, que le préfet de police de Paris, Monsieur Nunez, avait déclaré qu'ils allaient pérenniser les voies de droite réservées. Hein, ils ont fait ça pour les Jeux Olympiques. J'en parle pas, hein, rassurez-vous, je vais pas vous parler des Jeux Olympiques. Mais ils ont fait ça pour les Jeux Olympiques sur le périphérique et autres les grandes voies parisiennes, et ils veulent pérenniser ça. Donc ils vont pérenniser ça. Peut-être qu'ils vont pérenniser le QR code qu'ils ont mis en place. J'en sais rien. J'imagine peut-être. Donc voilà. Donc c'est pour ça, il faut avoir l'esprit large et essayer de pas d'être paranoïaque, mais bon, disons qu'on peut estimer que la probabilité de faire ça est très forte. Voilà. Bon, alors on verra bien, mais le risque existe. Voilà, donc on verra le risque qu'elle soit élue existe, et je peux vous dire avec certitude que je m'attends à tout. Donc voilà, donc on verra bien. Mais c'est pas par ses mérites. Hein. J'ai d'ailleurs dit à quelques correspondants que le problème, et ça j'ai oublié de le dire, donc c'est pour ça c'est pas ma conclusion, ce sera ma conclusion ça. L'erreur de Trump serait de se moquer d'elle et de dire voilà, elle rit comme une hyène, elle est bête, ce qui est vrai, mais bon, c'est comme ça, beaucoup de politiciens sont bêtes. Elle dit n'importe quoi dans ses discours, c'est ce qu'on appelle des word salad. C'est marrant, c'est des salades de mots, je trouve ça génial comme expression. Sa façon de parler aux Américains comme s'ils étaient débiles ou comme s'ils avaient 5 ans. L'histoire de son ascension politique, hein, ouais, bon, elle a utilisé beaucoup ce qu'on appelle la promotion canapé. Alors pour les plus jeunes qui connaissent pas promotion canapé, ça veut dire qu'elle a couché pour réussir, voilà, hein, je l'ai dit. Bon, ça sert à rien de le dire parce que aucun politicien n'a les mains propres. Bon, d'ailleurs c'est un métier sale et les gens très intelligents ne font pas de politique. Voilà. Alors, je dis pas que Trump est bête, bien sûr, mais bon. Je connais beaucoup de gens intelligents qui veulent pas y toucher. Bon, donc voilà. Donc ensuite, c'est une politicienne bien rodée, si j'ose dire. Je sais pas si le mot est bien choisi. Je suis désolé, mais c'est le seul mot qui m'est venu à l'esprit. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elle connaît parfaitement les arcanes du pouvoir. Oui, elle a été vice-présidente pendant 4 ans. Elle est politicienne depuis très jeune, puisqu'elle a commencé très très tôt dans la politique, grâce justement à sa promotion canapé, aux promotions canapé avec un S, parce que il y en a eu plusieurs. Bon, nombreuses. Non, je pense que c'est sur son bilan qu'il faut l'attaquer, et je pense que elle a un bilan déplorable, notamment sur les frontières, l'immigration. À ce propos, ça c'est la puissance des médias américains. Elle avait été nommée par Biden border tsar. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une sorte de haut commissaire aux frontières. Voilà. Elle a rien fait là-dessus. Elle s'en foutait complètement. Elle est allée peut-être une fois au Texas ou une fois en Arizona. Elle a vu quelques centres de détention des immigrants illégaux, etc. Mais c'est tout ce qu'elle a fait. Il n'y a pas eu de réforme législative majeure. Il n'y a pas eu comment dirais-je, il n'y a pas eu de mesures particulières. Ils n'ont pas fini le mur que Trump avait commencé de construire. Bon, bref.
Il y a une insécurité grandissante aux États-Unis, notamment à cause des procureurs Soros, j'en ai parlé un peu plus tôt, ou alors des lois qui sont pro-délinquants. Par exemple, il y a plus de ce qu'on appelle le bail aux États-Unis, c'est-à-dire c'est une caution. Donc il y a plus de caution, c'est-à-dire qu'un délinquant avant, pour être libre, avant de comparaître devant le tribunal, on lui demandait une caution. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de caution, notamment à New York City. Il y a beaucoup d'États ou de villes démocrates qui ont imposé la même chose. Donc maintenant, ils sont relâchés immédiatement ou très très rapidement. Donc ça augmente l'insécurité puisque ça donne l'impression d'être impuni, quoi. Et bon, évidemment, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, le wokisme dans les écoles, dans les universités, dans les médias. D'ailleurs, elle a lancé sa campagne avec des drag queens sur une émission de drag queen. Je crois que c'est l'émission de RuPaul, c'est un drag queen connu. Bon, voilà. Ça vous rappelle quelqu'un, je pense, hein, un président français. Bon, bref. Donc voilà, bon, c'est pas étonnant, c'est la gauche. Une inflation non contrôlée, un chômage en augmentation, des faillites d'entreprises en hausse, etc., etc. Donc c'est là où il faut l'attaquer. Voilà. Donc ce serait une recommandation qu'on pourrait adresser aux équipes Trump, c'est de pas l'attaquer là-dessus. Ce serait une erreur majeure. Ce serait vraiment de l'attaquer sur son bilan, parce qu'évidemment elle va dire oui, vous êtes raciste, vous êtes misogyne. Et parce que bon, Kamala est d'origine, alors son père est d'origine jamaïcaine et sa mère est d'origine indienne. Donc c'est une femme dite de couleur. Donc ça aussi, ça plaît beaucoup aux démocrates et ça peut peser dans la balance pour l'élection. Voilà, donc c'est un moyen pour eux aussi d'avancer des critères qui n'ont aucun rapport avec la qualité de la candidate. Mais bon, comme c'est la politique de gauche maintenant, c'est la gauche joue de la politique comme ça, on peut rien y faire. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour d'horizon. Alors merci de partager cette vidéo, de souscrire à ma chaîne, ce serait sympa. Et puis à bientôt. Bon courage.